Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez voir, cette émission elle est un peu spéciale. Vous allez avoir une apparition de Tom dans quelques instants. Puis après il va repartir parce qu'il n'est pas là actuellement, comme vous pouvez le voir. Mais il a tourné, nous avons tourné ensemble sa chronique. Et donc c'est pour ça que vous allez le voir dans quelques instants apparaître. On se retrouve comme toutes les semaines. Alors on n'est pas, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été tous ensemble. On va, et on vous l'annonce aujourd'hui, essayer un nouveau format sous peu. On va essayer le direct, et donc on tournera nos émissions le vendredi comme on le fait depuis le début du mois de septembre. Mais cette fois, ça sera diffusé en direct sur YouTube et vous pourrez bien sûr suivre en simultané et puis après retrouver les replays sur YouTube. Donc on commence tout de suite avec la chronique de Tom, que vous allez voir apparaître sur votre écran, qui va vous parler de Villebrequin. Alors, je vais commencer du coup. Moi, je vais parler de deux sujets tristes. Enfin, je vais en présenter un et Tristan va en présenter un autre où il est un peu plus calé. Je ne l'introduirai juste. Alors voilà, deux nouvelles tristes pour les puristes de l'automobile. Deux monuments à leur échelle s'arrêtent. On va commencer en France où le drift, le samplon 98, la passion et la bêtise étaient reines. On va parler de Villebrequin, la célèbre chaîne YouTube automobile qui a fait vibrer plus de 2,5 millions de personnes, c'est leur nombre d'abonnés actuellement. L'aventure s'arrête après 7 ans environ. 570 millions de vues, des délires fous, des Dodane à 160, des voitures volantes, un multiplat qu'on a eu la chance de voir, on vous mettra quelques images, un merguez tuning show justement où on a pu voir cette multiplat. Sylvain et Pierre nous ont fait vibrer avec des voitures fous, Ferrari, Pagani, Mercedes, Ford et j'en passe, et quelques motos aussi. Ces derniers arrêtent car Villebrequin prenait trop de temps sur leur temps personnel. C'était des personnes qui travaillaient dans la vie active avant et qui ont consacré toute leur vie pendant 7 ans à Villebrequin, plus de 60 heures par semaine, des équipes à monter. Et ils ne s'arrêtent pas sur un manque. Ils s'arrêtent car ils ont été heureux jusqu'au bout et ils ont vraiment donné du plaisir à des millions de personnes et ils voulaient pas s'arrêter sur des vidéos où ils devaient forcer, les faire juste pour le travail. Ils ont pris du plaisir à chaque vidéo et ils ont annoncé d'une bien triste manière la fin de YouTube. C'était une vidéo très triste et relativement inattendue pour un duo qui, on le savait, travaillait d'arrache-pied pour proposer du contenu toujours décalé, toujours spécialisé. Ils ont lancé leur chaîne YouTube, leur Twitch, et on pourra les retrouver très prochainement à partir de janvier sur Top Gear France notamment. Voilà, on leur rend hommage parce que même si on est un média qui vise de l'actualité peut-être un peu plus grande que YouTube, on reste malgré tout une chaîne YouTube, un média, et on doit pouvoir relayer des informations comme ça, je pense. Maintenant, on va parler d'une deuxième très triste nouvelle, plus internationale. On va parler de la fin du trio légendaire Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond qui, après Top Gear et après The Grand Tour, annonce une rupture de ce fabuleux trouble, si on peut dire. Je vais laisser Tristan en parler. Et en plus, il faut que je travaille sur des chroniques qui ne sont pas les miennes. Alors, comme vous avez pu le voir, Tom vient juste de partir à l'instant. Il a été un peu pressé, il avait un rendez-vous. Alors du coup, on connaissait leurs trois noms, Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond. Et donc, ils vont tous les trois partir dans des voies différentes, continuer de faire du contenu. On va pouvoir avoir la chance de les regarder encore sur Amazon notamment. Mais voilà, ils ne seront plus ensemble, ils ne parleront plus de voitures. Jeremy Clarkson a beaucoup expliqué dans une interview qu'il a donnée à un journal britannique, il me semble, qui disait qu'il faisait le même métier de présentateur automobile depuis 1989 et qu'il avait fait le tour de toutes les voitures et qu'il ne prenait plus autant de plaisir qu'avant d'en parler. Et évidemment, je pense que c'est une morale qui vaut dans beaucoup de domaines. Quand ce qu'on fait ne nous convient plus, quand on n'a plus l'envie de faire ce qu'on veut faire, c'est peut-être le moment d'arrêter, évidemment. Et puis, The Grand Tour va s'arrêter, mais Jeremy Clarkson va continuer les saisons qu'il fait à la ferme de Clarkson, que vous pouvez retrouver aussi sur Amazon Prime Video. Richard Hammond va quant à lui tourner un film, d'après ce que j'ai compris, ou d'après ce qui est sorti dans la presse. Un film où il est isolé sur une île, enfin j'ai pas bien compris, mais ça sera quelque chose dans ce genre-là. Et puis James May va proposer un tour du monde, et on connaît
ses capacités humoristiques. Et donc il va essayer d'aller visiter plusieurs pays dans le monde, à voir ce qu'il en fait, mais je pense que ça peut être aussi un format assez intéressant à regarder, même d'un point de vue culturel, pour apprendre des autres cultures, c'est toujours très enrichissant. Voilà, et on va passer maintenant tout de suite à la chronique, aux chroniques politiques. Je vais parler de 3 faits. Premièrement, Emmanuel Macron qui est en visite à Notre-Dame de Paris aujourd'hui, en déplacement. Deuxièmement, Elisabeth Borne qui est en déplacement elle aussi, mais un peu plus loin. Elle est à Mayotte, voilà, pour traiter des problématiques sécuritaires qui sont là-bas. Et puis troisièmement, je vais vous parler aussi du classement PISA qui a été révélé cette semaine concernant donc l'éducation. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec Emmanuel Macron qui est aujourd'hui en déplacement, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas vraiment un déplacement, bref, qui s'est rendu à Notre-Dame de Paris. Pourquoi cette visite? Parce que dans un an, jour pour jour, c'est-à-dire le 8 décembre 2024, Notre-Dame de Paris va réouvrir. Je vous rappelle, et vous devez tous vous en souvenir, que le 15 avril 2019, cette cathédrale qui est symbole de la culture française a été victime d'un incendie. Et donc, on a suivi dans l'actualité que là, fin novembre, il y a peu, la croix venait d'être réinstallée. Et donc, quels sont les objectifs de cette visite? Au-delà de la symbolique, puisque bien sûr, cette visite, c'est avant tout une visite symbolique, parce que les Français sont évidemment attachés à leur patrimoine, aussi bien architectural que culturel. Donc c'est avant tout une visite symbolique. Mais on peut aller aussi un petit peu plus loin. C'est aussi pour faire le point sur le calendrier ambitieux des travaux et les prochaines échéances qui vont venir très bientôt. Et donc enfin, Emmanuel Macron devrait rendre hommage à l'ancien chef d'état-major des armées, le général Jean-Louis Georgelin, qui est mort cet été alors qu'il effectuait une randonnée seul dans les Pyrénées et il est mort lors d'une chute. Et donc pourquoi est-ce qu'on rend hommage aujourd'hui à ce militaire? C'est parce qu'il était en charge jusqu'à sa mort de justement la reconstruction de Notre-Dame de Paris. On va maintenant parler d'Elisabeth Borne qui est en déplacement à Mayotte aujourd'hui dans un contexte assez particulier parce qu'il y a, on le sait, des problèmes d'eau notamment sur place, mais aujourd'hui elle n'y va pas pour ça, elle y va pour traiter des problèmes de sécurité parce qu'on voit que dans l'actualité il y a une reprise des violences qui se fait à Mayotte. On se souvient que dans le projet de loi, on en avait déjà parlé sur cette chaîne, mais dans le projet de loi immigration porté par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il y avait un plan qui prévoyait une vaste opération de police qui s'appelait Wambushu, qui était censé lutter contre l'habitat illégal insoluble, les bidonvilles plus communément appelés, l'insécurité et l'immigration clandestine. Donc ça, c'était un pan du projet de loi immigration qui avait provoqué de vifs débats. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde l'actualité à Mayotte, on voit que c'est absolument horrible ce qui se passe là-bas. Il y a des agressions de population. Pourtant, Mayotte, c'est un département français, il faut le rappeler. Donc, il y a des attaques sur les populations, des attaques entre villages, entre différents villages, des attaques entre les automobilistes, je l'ai dit, mais aussi des attaques des enfants, des bus scolaires qui ont été caillassés notamment. Et donc, on voit que l'enjeu sécuritaire est énorme ici à Mayotte et la Première ministre est en déplacement pour essayer de réaffirmer l'autorité de l'État et aussi pour soutenir les populations locales et puis peut-être aussi à des fins politiques pour réaffirmer évidemment le projet de loi qui a été porté par son ministre de l'Intérieur. Et enfin, on peut parler du classement PISA, le classement européen sur l'éducation. On arrive en 23e position, il me semble, enfin à vérifier, je n'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas on est très mal classé dans ce classement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, les médias ne traitaient pas du tout cette nouvelle, ce classement, de la même façon qu'il est traité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est juste à la moyenne des pays de l'OCDE. Et en fait, il y a 10 ans, eh ben, on était beaucoup mieux classé, on était dans les premiers pays, et on s'alarmait déjà il y a 10 ans que le niveau baissait, mais on voyait ça d'un air catastrophé. Aujourd'hui, si vous regardez le traitement médiatique qui est fait, à part quelques exceptions de quelques journaux, mais si vous voyez le traitement médiatique qui est fait de cette annonce du classement PISA, finalement, l'opinion générale
se satisfait d'être dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et il y a une autre statistique qui était sortie il y a près de 2 semaines maintenant, 2 ou 3 semaines, c'était que la moitié des élèves en quatrième avaient des problèmes dans la compréhension de l'écrit et de lecture. Voilà, maintenant je vais faire tourner la parole. On va passer à l'actualité sportive avec Alan qui vous a préparé une chronique sur les défaites successives de l'OL. Alors, la Ligue 1, victoire écrasante de l'OM face à l'OL. Pour les Lyonnais et leurs supporters, c'est un cauchemar qui se répète. Une déception de plus, que dis-je, une humiliation de trop. Après l'annulation du match OL-OL, suite à des débordements et notamment au caillassage du bus des joueurs de l'OL, le match se joue enfin, tant attendu par les deux équipes. Cette fois, aucun débordement n'a été à déplorer, avant, pendant et après la rencontre. Mais l'OL ressortira encore une fois abattu de son match au Vélodrome. 4 jours après avoir livré un match très intéressant malgré leur défaite à Lens ayant perdu 2-3, les Lyonnais se sont inclinés contre l'OM qui a gagné 3-0. Dans ce choc entre deux grosses équipes de Ligue 1 qui ont une position au classement bien éloignée de leur ambition déclarée en début de saison, les joueurs de Gennaro Gattuso ont largement mérité leur succès. Mieux organisés, bien moins friables défensivement, les Phocéens n'ont pas tremblé face aux Lyonnais. Et cette victoire est encore vécue comme un échec pour les supporters lyonnais. Les Marseillais ont su surfer sur leur dynamique du moment, enchaîner pour la première fois de la saison 2 succès de rang en Ligue 1 et remonter à la 8e place du classement de Ligue 1 à 6 points seulement de la 4e place. Merci beaucoup Alan pour cette chronique. Je me tourne tout de suite maintenant vers Mathias qui va vous parler d'une BMW qu'on a vendue à 1 million d'euros. Alors pas nous personnellement, on aurait bien aimé mais c'est pas le cas malheureusement. Mais en tout cas voilà, une BMW a été vendue à 1 million d'euros. Je le laisse nous expliquer tout ça. C'est vrai Tristan, tu as raison, on aurait bien voulu que ce soit nous qui l'avions donc, mais malheureusement ce n'est pas nous, c'est RM Shotbuys, un organisme je crois britannique qui a vendu cette rarissime BMW M3 CSL édition 50e anniversaire. Alors en fait, pourquoi 50e anniversaire? Parce que le département Motorsport, donc ce département sportif de BMW, fêtait ses 50 ans. Et du coup, à l'occasion, ils ont fait une série limitée à 50 exemplaires en tout coin un CID. Et donc, cette BM n'a été limitée qu'à 50 exemplaires dans le monde. C'est pas aussi rare que la Pagani que j'ai présentée il y a déjà 2 éditions, mais c'est rare. On va pas en voir beaucoup. Et surtout, elle est jolie. Moi, je l'aime bien. C'est vraiment osé ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une peinture spécifique qui est très très belle, bleu, blanc, en rouge aux couleurs de Motorsport et malheureusement pas aux couleurs de la France. Et en fait, elle a un kit carrosserie particulier, elle a un kit aéro qui est également magnifique avec un aileron, un diffuseur particulier, je crois une lame avant aussi assez particulière avec des formes assez originales. Un moteur emprunté à sa grande sœur, la M4 CSL, également en édition limitée, qui sort pour quand même un 6 cylindres 3 litres biturbo, donc un classique chez Mercedes qui sort 560 chevaux dans une M3. Alors d'origine, c'est colossal et qui développe 550 Nm de couple. Autant dire, ça doit marcher, des carrés et nage avec une fibre particulière, tout en carbone. Là vraiment, ils se sont lâchés chez BM, ils se sont dit c'est le 50e anniversaire, il faut marquer. Et du coup, elle a toutes les dernières technologies embarquées, une signature lumineuse très particulière, des technologies dans tous les sens, mais surtout, quelque chose qui va surtout plaire aux puristes, cette BM a été uniquement proposée en boîte mécanique, donc mécanique à 6 rapports et 7 avec la marche arrière. Et ça, je pense que vraiment, des 50 personnes qui ont acquéri cette voiture sont vraiment des vrais
passionnés automobiles comme on en croise plus énormément. Et moi, parce que ça se fait de plus en plus rare, parce qu'une boîte méca, propulsion aussi, je n'ai pas précisé, donc c'est des roues arrière qui motorisent comme sur beaucoup de BMW, un moteur coupleux qui doit être très très rageur, qui doit avoir une bonne petite sonorité, ça ne peut que plaire. Bon, par contre, il y a un petit point, un noir, c'est le prix. Ils estiment suivant les configurations, alors neuf, tu vas chez BMW, entre 750 000 à 800 000 euros. Donc c'est très cher. Et elle me direz-vous pourquoi cette voiture-là s'est vendue 1 million d'euros? Parce que, alors, elle avait déjà été achetée, mais en fait la personne a sûrement dû l'avoir uniquement pour, j'imagine, beaucoup de gens font pour l'exposer chez elle. Donc en fait, elle est neuve celle-là. Elle a 33 km au compteur, donc c'est le kilométrage d'usine. C'est comme ça, c'est très faible. Et c'est pour ça qu'elle s'est vendue 1 million d'euros. Donc déjà, la personne a fait une petite plus-value quand même de à peu près 200 en 1000 euros. Ça fait plaisir. Et puis, elle est belle, elle est rincée, elle est très belle. Elle a de très belles jantes également, un peu couleur or. On vous mettra quelques images. Vraiment, elle est magnifique. C'est une très très belle voiture. Voilà. Merci beaucoup Mathias pour ton expertise et finalement cette chronique qui est assez intéressante. Mettre 1 million d'euros dans une voiture, bon, c'est quand même quelque chose qui est à la portée de très peu de personnes. Voilà, c'est vrai que c'est rare. C'est rare de voir des chiffres comme ça dans l'automobile pour vous dire déjà, valeur 800 000 euros, tu peux t'acheter une très très bonne maison. On va pas se cas chez voilà, mais bon, il y a des gens qui sont vraiment vraiment passionnés pour mettre ce prix-là, mais Qui gagnent très très bien leur vie aussi. Aussi également. Voilà. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme on vous l'a dit en introduction, cette fois-ci, on essaiera de lancer un nouveau comment on appelle ça, un nouveau format. On sera en direct avec vous. Alors, on définira une horaire précise. On communiquera sur les réseaux sociaux pour cela. Mais on va vraiment essayer de lancer ce nouveau format. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci pour votre soutien, toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait extrêmement plaisir. Continuez à regarder toutes nos vidéos, on a maintenant 20 vidéos qui sont disponibles depuis septembre. On a quand même travaillé dur pour les tourner, on a fait des reportages, etc. On va continuer d'en faire bien sûr. Et puis n'hésitez pas à nous faire vos retours, vos commentaires constructifs bien entendu. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.